Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Savoir-être, le podcast des négociateurs. Avec Nadine Ray et Martin Lacour, nous recevons pour cette 21e édition Romain Carayol. Bonjour Martin. Bonjour Xavier. Bonjour Nadine. Bonjour à tous. Et bonjour Romain. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Romain, je vais me permettre une petite présentation avant de rentrer dans le vif du sujet et tu n'hésites pas à approfondir, modifier ou corriger. Tu es avocat dans le droit des transports. Tu es également médiateur et arbitre. Tu es actuellement président de la FFCM et tu as été président de la FNUJA. Tu es également l'un des 3 ambassadeurs de l'Amiable. Voilà comment je voulais te présenter. En mode 3 ambassadeurs avocats, de l'Amiable. Est-ce que ça te va comme présentation? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Ma première question, elle va être sur ton dernier titre, ambassadeur de l'Amiable. Ça fait maintenant plusieurs mois que vous allez de cours en cours. Est-ce que tu peux nous faire un premier retour, un premier bilan de ces rencontres? Oui, volontiers. Alors donc on a été désigné, il y a un peu plus d'1 an par le garde des Sceaux dans un mouvement commun avec une politique de l'amiable qui avait été annoncée quelques mois auparavant, en janvier 2023, par le garde des Sceaux. Et dans le même temps, il y a eu 9 ambassadeurs de l'amiable qui ont été désignés et il y a eu l'installation du Conseil national de la médiation exactement dans le même temps. C'était le 25 mai et le 26 mai pour l'installation donc de ces 2 outils de la politique de l'amiable. Tu cites trois ambassadeurs avocats en effet, mais je me permets de citer les 9 à l'origine parce que c'est une équipe véritablement qu'on a voulu mettre en place en lien avec ce qu'a souhaité le ministre. Et aujourd'hui, nous avons une équipe étoffée puisque nous avons 11 ambassadeurs. Mais ça, vous l'avez sans doute vu passer. Les derniers ambassadeurs nommés sont un notaire, un commissaire de justice et un ancien président du tribunal de commerce de Paris. Bon, donc depuis cette mission gouvernementale qui est un honneur énorme pour moi, je découvre des choses, c'est absolument extraordinaire depuis 1 an, avec une dynamique qu'on essaye d'installer grâce à cette politique de l'amiable. Alors la mission déjà, c'est une mission en effet d'une tournée, pour dire les choses comme ça, à travers les guichets uniques que sont les cours d'appel de toute la France, pour celles qui veulent nous recevoir. Donc, il y a 36 cours d'appel en France et à l'issue de cette tournée de toutes les cours d'appel, on en aura visité 33 par équipe répartie de différents ambassadeurs. 33 cours d'appel, ce qui est plutôt déjà pas mal d'avoir fait cette visite-là. Alors, sur le format de ces visites, il a toujours été le même, c'est-à-dire que nous avons le matin, c'est sur une journée, nous avons le matin une rencontre avec les conciliateurs, généralement d'1 heure, ensuite les médiateurs du ressort et ensuite les avocats à travers les bâtonniers et les délégués aux modes amiables et puis aux confrères qui souhaitent venir, mais c'est généralement avec les bâtonniers et leurs délégués. Et l'après-midi, nous avons généralement un déjeuner de travail avec les chefs de juridiction et les bâtonniers, et ensuite nous avons une plénière l'après-midi où on croise les regards de tous les acteurs de l'amiable et que nous présentons aussi la politique de l'amiable parce que nous sommes ambassadeurs de l'amiable, nous ne sommes pas ambassadeurs de la médiation parce que souvent j'entends ça, alors que évidemment il y a une petite tendance à parler beaucoup médiation qui est moi mon scope aussi, je ne veux pas qu'on ne parle pas de médiation, mais j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas seulement des ambassadeurs de la médiation parce que ça veut dire que notre scope est évidemment plus large, c'est comment améliorer le fonctionnement de la justice civile en France à travers l'amiable. Donc le retour, je ne veux pas être très long, comme je ne connais pas vraiment votre format, et vous me coupez, vous faites des signaux et j'arrête de parler ou je m'adapte en fonction de la façon dont vous réagissez physiquement, Martin, Nadine et Xavier. Mais donc le retour que nous pouvons avoir, surtout que là on est dans une phase de réflexion, puisque maintenant que nous aurons visité, parce qu'il en reste quelques-unes, cours d'appel d'ici la fin du mois de juin, nous serons en 33.
comme je vous l'ai indiqué. Donc là, le ministre souhaite que nous fassions un rapport de mission et nous allons donc rendre notre rapport fin juin, une date qui est fixée dans la semaine du 24 juin. Voilà, donc là, on commence avec l'équipe des ambassadeurs à réfléchir à ce que nous avons vécu, de la façon dont nous avons pu constater, suivant la lettre de mission qui a été la nôtre, les freins au développement de l'amiable, quelles sont également les bonnes pratiques que nous avons pu constater sur le territoire, et puis quelles propositions nous pourrions faire pour faire en fait le nécessaire pour que cette politique de l'amiable ne limite pas à cette mission des ambassadeurs, mais qu'elle s'inscrive dans une durée, sachant qu'il y a une des limites souvent qu'on rencontre depuis des années, c'est que quand une politique de l'amiable ou de médiation juridictionnelle se met en place, c'est souvent attaché en fait à une personnalité forte d'un magistrat ou d'une magistrate. Et donc là, on réfléchit à comment on pourrait inscrire sur la durée les choses. Donc les constats déjà, c'est que, pour dire les choses de manière très simple, c'est que sur le territoire, en fait, il y a des acteurs, c'est qu'on ne l'a pas découvert, mais c'est ça qui permet aussi de recréer une dynamique, c'est que nous avons sur le territoire, sur tout le territoire, des personnalités qui sont présentes pour être des acteurs concrets de l'amiable. Les conciliateurs, il ne faut pas les négliger parce qu'ils représentent un lien social fort sur le territoire avec un besoin d'amiable auprès de nos concitoyens qui est réel, et les conciliateurs répondent à cette nécessité sociale d'être en phase avec ces besoins-là. Donc je me permets d'insister parce que je pense que en tout cas à la place qui était la mienne, je connaissais les conciliateurs, mais je ne mesurais peut-être pas nécessairement leur importance sociale, c'est très vertueux dans l'approche que j'en ai. Il y a des médiateurs sur tout le territoire, ça aussi, et qui sont là depuis des années, et qui sont en lien avec les juridictions depuis des années. Là, il y a pour moi un vrai besoin de reconnaissance de l'activité de la médiation. Alors ça, c'est aussi un des enjeux que j'identifie en tant que président de la Fédération française des centres de médiation. Et je pense que nous sommes sur un temps où tous les médiateurs doivent apprendre à être dans un dialogue concerté, parce que c'est un enjeu professionnel pour moi, de reconnaissance professionnelle. Je ne parle pas de création de profession, parce que je ne veux pas aller sur ce territoire-là, parce que d'abord, ça ne m'intéresse pas à cette étape-là, et que moi, je veux fédérer tous les médiateurs pour qu'on puisse avoir une reconnaissance de l'activité des médiateurs. Et je pense que c'est un enjeu fort et qu'on le voit sur le territoire, parce que quand on va sur le territoire, les médiateurs ne sont pas forcément super bien organisés entre eux. Alors je vais dire, sauf ceux qui sont dans la fédération, mais même encore là, ça peut être un sujet avec de l'amélioration. Donc ça, c'est un enjeu pour moi que j'ai identifié. Et puis ensuite, il y a de l'amélioration aussi du dialogue entre tous les acteurs, parce que il y a encore trop de fonctionnement en silo. Les conciliateurs ne parlent pas aux médiateurs nécessairement et inversement. Les avocats, même s'il y a beaucoup de médiateurs issus du monde des avocats, ce qui n'est pas forcément une règle générale, les médiateurs ne parlent pas nécessairement aux avocats, et même quand les médiateurs sont issus du monde des avocats, ils ne se parlent pas nécessairement entre avocats et médiateurs avocats. Donc ça, il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Voilà. Et je dois dire aussi que les enjeux se portent avec les notaires et les commissaires de justice qui sont très, très, très dynamiques sur l'amiable, et c'est très positif pour moi. Et il y a quelque chose de vertueux et à créer dans la dimension interprofessionnelle, parce que je pense que l'amiable est une approche interprofessionnelle sur laquelle on peut vraiment travailler pour développer de l'activité et développer de l'amiable, en fait. Voilà, en quelques lignes, évidemment. Est-ce que je peux déjà te poser une question? C'est en avant-première, si je puis dire, puisque tu parles de tournée. Est-ce qu'en avant-première, tu peux nous dire quelques freins déjà que vous avez identifiés Oui. pour ce déploiement? On est au début, on voit bien que voilà, il y a un mouvement qui se crée, mais quelques freins déjà sur lesquels nous pourrions agir, nous. Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a quelques freins, mais qui sont connus, en fait.
ce que j'ai vu et entendu sont des choses qui sont déjà connues depuis des années et des années. Et donc, on entend les mêmes choses. Donc, les freins. Quand vous parlez aux magistrats, les freins qui surgissent en premier, ce sont lesquels, à votre avis? Ce sont les avocats. C'est-à-dire que assez classiquement, alors que c'est contre-intuitif, parce que quand on parle aux avocats, nous savons que les avocats se considèrent comme étant très investis dans l'amiable. Parce qu'un avocat négocie, parce qu'un avocat fait l'analyse du risque, parce que l'avocat est en première ligne avec son client et qu'il donne les informations pour que son client puisse évoluer dans ses positions, ou en tout cas pour faire. Donc, c'est contre-intuitif. Hein. Quand on parle aux avocats de quels sont les freins pour vous le développement de l'amiable, alors il y a soit les juges qui sont pas, vous voyez, c'est l'effet miroir contre-intuitif. Les juges, bon, alors que s'il y avait du dialogue plutôt que de fonctionner en silo, je pense que déjà nous les femmes et les hommes de dialogue, ce que je suis en train de vous dire, je sais que ça matche dans vos cerveaux, mais quand on se retrouve sur le terrain, dans les zones de confort habituelles, le juge juge, l'avocat fait de l'avocature, avec des évolutions aussi dans les pratiques, bon, il y a toujours ces silos-là. Donc ça, pour moi, c'est des freins, c'est la structuration mentale, en fait. C'est important parce que il faut mettre des mots là-dessus pour pouvoir évoluer, mais pas seulement de manière psychologique, mais en pratique, de dire, bon, ok, il y a ça, mais regardons ça ensemble et voyez que ça peut quand même faire bouger les lignes. Ensuite, il y a des choses, là je parle un peu de psychologie, de la relation, de la structuration mentale des acteurs dans nos zones de confort, le juge, l'avocat, le notaire, le commissaire de justice. Bon, tout ça, ça peut se travailler en interpro. Après, il y a d'autres freins identifiés, ou je vais qualifier, qui sont aussi des marges de progression, pour dire les choses comme ça. C'est qu'il y a quelque chose à définir dans l'économie de l'amiable. Il faut qu'on travaille à cette économie de l'amiable. Parce que dans l'amiable, la façon dont on l'approche, alors moi, évidemment, j'ai ce scope très identifié parce que c'est un marqueur important pour moi en tant que président de la Fédération française des centres de médiation. Moi, j'estime que nous devons pouvoir avoir une activité de la médiation qui soit rentable. C'est pas pour transformer les lignes, c'est-à-dire de faire payer les gens pour faire payer les gens, mais il faut que ce soit une activité rentable. Ce n'est pas indécent que de le dire, ce n'est pas indécent que de l'envisager. D'autant que potentiellement, ça fait faire des économies à l'État aussi. Ce n'est pas forcément la raison principale, mais il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Précisément, c'est une des données essentielles, Martin. C'est une des données essentielles sur laquelle il faut donc largement insister. Mais ça, comme on le dit dans les modes amiables de la médiation, ça, il faut l'objectiver. Parce que nous sommes sur un temps où il faut mettre des mots concrètement et il faut proposer des choses concrètes parce qu'à la différence de nos anciens ou prédécesseurs qui ont beaucoup fait pour la médiation, moi, les fondateurs de la Fédération française des centres de médiation, je leur suis infiniment reconnaissant parce qu'ils ont permis un travail qui, sans ce travail sur la déontologie et la formation, nous ne serions pas là. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes sur le concret. Donc, pour répondre à ta question, Nadine, un des autres freins, puis je m'arrêterai là-dessus, sur cette économie. L'économie, c'est très important parce qu'elle pose un frein. Dès lors que vous parlez argent, que ce soit du côté des magistrats, il faut faire attention parce qu'on est sur le registre service public quand on parle de la médiation judiciaire. Et lorsqu'on parle aussi aux avocats amiables, eh bien, il y a ces zones de confort et les structures économiques des cabinets. Alors, je ne veux pas en faire une règle générale, mais il faut être attentif à ça aussi. C'est comment on déploie de l'économie sur des schémas économiques avec des chiffres d'affaires qui reposent sur des réalités de clientèle. Et puis, ces clients qui acceptent aujourd'hui de payer des frais d'avocat, des frais d'expertise judiciaire, des frais de divers et variés, de commissaires de justice, de notaires, mais qui n'acceptent pas nécessairement de payer un coût supplémentaire de notaire. Ben ça, il y a un travail à faire. Il faut objectiver, parler de combien ça coûte, comment l'intégrer, et donc être pour moi sur des mesures concrètes, et non pas d'appeler à accepter le paiement, mais d'appeler à des mesures concrètes d'incitation. Et donc, je m'arrête là parce qu'après, ça rentre dans les préconisations qu'on va faire au ministre dans les semaines qui viennent. D'accord, donc ce ne sera pas juste un rapport avec un constat, mais il y aura aussi des préconisations
Oui. Donc c'est vraiment un rapport qu'on attend tous avec impatience. Ça va quand même donner voilà, des lignes directrices précieuses pour faire évoluer les choses. Il y a quand même beaucoup de points qui restent encore des trous dans la raquette, qui restent parfois pas identifiés ou pas nommés, et qui peuvent faire obstacle au développement de l'amiable en France. Donc, c'est vraiment très précieux comme rapport. Est-ce que vous rencontrez donc les cours d'appel, mais est-ce que vous rencontrez aussi, par exemple, les assureurs ou d'autres institutions considérées comme essentielles comme des maillons essentiels de la chaîne? Alors, s'agissant de la mission gouvernementale qui est la nôtre, dans le cadre de nos visites, nous ne rencontrons que les acteurs en lien avec la juridiction et le ressort. Donc, c'est ma façon de répondre non. En fait, on n'est pas en contact avec les assurances, notamment les assurances, les banques, les autres acteurs, en fait, qui pourraient être des acteurs puissants de l'amiable. On ne les rencontre pas à travers la mission, mais néanmoins, comme vous venez, par exemple, tous les 3 à moi, les ambassadeurs, de par leur connexion, sont très sollicités par ailleurs. Nous sommes très sollicités. Oui, d'ailleurs, nous en profitons pour leur dire, pour les autres ambassadeurs, nous les invitons tous, évidemment, à venir dans l'émission pour nous livrer leur vision de l'amiable, puisque chacun a aussi sa vision, et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Oui, c'est très riche. Cette équipe est très riche pour ça. Oui. J'avais une question par rapport à votre tournée sur la France. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des territoires qui sont plus amiables ou pas que d'autres? Alors d'abord, moi, j'ai pas fait tous les déplacements, donc il faut que. Alors j'ai lu parce qu'on fait des comptes rendus pour que l'équipe comprenne, enfin soit informée de ce qui s'est passé dans chacun des déplacements. Puis c'est le ministre qui le demande aussi évidemment. Donc moi j'aurais fait sur les 33 déplacements, j'en ai fait 13, ce qui est déjà pas mal. J'ai fait des territoires assez variés. Et là, je finis la boucle par. Là, je pars en Martinique, je fais la Guadeloupe et je finis par Chambéry le 21 décembre. Juin, pardon. C'est peut-être parce que j'avais envie d'aller en décembre à Chambéry, c'est peut-être pour ça. Franchement, non, j'ai pas de territoire zone grise, blanche. Non, franchement, non. Oui, il y a des juridictions où on sent que l'amiable ne prend pas. Et je ne vais pas faire des règles générales, mais je vais dire, de toutes petites juridictions, généralement, les barreaux expriment le fait que l'amiable, il l'incarne, quoi. Et qu'il n'y a pas besoin de médiation. Quand il y a des petits barreaux où il y a 12 avocats, où il y a 20 avocats, ils disent on arrive à discuter tranquillement ensemble, quoi. Voilà. Romain, est-ce que vous avez réfléchi aux statistiques concernant l'amiable? Parce que manifestement, on peut avoir toutes les statistiques judiciaires que nous souhaitons et les décisions sont publiées, mais l'amiable, par définition, confidentielle, et d'ailleurs c'est un des grands avantages de ce mode de résolution, est-ce qu'on peut tenir, c'est de façon contre-intuitive là aussi, et paradoxale, des statistiques qui pourraient aussi participer de convaincre tous les acteurs? Oui, bien sûr. Alors ça rentre dans la répartition des rôles. C'est le Conseil national de la médiation qui a pour mission légale de proposer la création d'un outil statistique. Donc ça, je sais qu'ils y travaillent et que le ministère également est très mobilisé sur le sujet, sur les préconisations qui vont sortir du Conseil national de la médiation, je pense, d'ici la fin de l'année sur ce sujet-là. Bon, enfin, sans attendre ça, le fait est que le ministère déjà essaie de faire évoluer l'outil numérique pour les juridictions, pour ne serait-ce qu'il y ait la possibilité en interne pour les greffes et pour les juges d'avoir les onglets qui sont bien adaptés pour dire qu'il y a une médiation en cours, s'il y a un accord, s'il n'y a pas eu un accord, pour les injonctions de rencontrer un médiateur,
qu'il y ait aussi un suivi numérique, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Donc, mais le ministère est en train d'y travailler, je le sais, parce que c'est un truc qui revient régulièrement. Et il y a un autre point aussi pour moi qui est très marquant. Ça, c'est très personnel et je vais essayer de le faire intégrer dans nos observations. C'est que moi, à chacun de mes déplacements, je n'ai pas de tableau de bord, en fait, en tant qu'ambassadeur. En ce sens que moi, j'aimerais bien avoir des chiffres, en fait, parce que venir en tant qu'ambassadeur de l'amiable, en tout cas, chaque membre de l'équipe, on n'est pas là pour nous être porteurs d'une vérité que les autres n'auraient pas. C'est pas parce que nous, on a plus la lumière en haut du cerveau qu'on serait amené à dire des choses qui sont plus justes, plus vraies que les autres. Non, nous, on vient concrètement, enfin en tout cas, c'est comme ça que nous, l'équipe des ambassadeurs, on s'inscrit dans cette dynamique, c'est que on vient pour voir ce qui se passe, être utile, et pour voir ce qui se passe à l'étape qui est la nôtre. Je dis l'étape qui est nôtre parce qu'il y a notre passé où il n'y avait rien. Mais là, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Donc, nous sommes à un moment où il devrait être temps, et on va le faire, hein, d'ouvrir le capot et de dire, bon, alors, comment ça se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez combien de dossiers entrants, combien de dossiers sortants? Et ça existe, hein, ces chiffres, hein, je le sais, je ne suis pas en train de réinventer la roue. Combien de natures de dossiers vous avez tant de pourcentage au civil, il y a combien de dossiers au JAF? Et pour être ensuite, je pense, et pour finir de répondre à ta question, Nadine, pour être, à mon sens, pour créer une politique de l'amiable avec des objectifs, comme le fait la juridiction administrative et le Conseil d'État. Et je pense qu'il y a, alors c'est pas forcément faire un copier-coller pour être en phase avec la réalité de la fonctionnement de justice civile, mais qui est une politique avec objectif, parce que je pense que ça serait utile. Et pas seulement les statistiques, hein, c'est vraiment, on a tant de dossiers, allez, combien on en sort par an à la médiation? Comment on fait pour aller sur le développement de la procédure participative de mise en état? Comment on fait qu'on peut associer les avocats pour que ce soit quelque chose de vertueux pour eux, que ça rentre dans leur économie, que ce soit utile pour leurs clients? Combien? Voilà, c'est des choses aussi simples que ça. En fait. Pratique, ouais, en pratique. Ouais. Tu as parlé, Romain, de procédure participative, de médiation. Le droit collaboratif, tu as été formé, notamment par Nadine, sur ce droit collaboratif. Est-ce que tu as une préférence sur l'un des modes? Est-ce que tu en as que tu as complètement abandonné parce que tu ne te sens pas forcément à l'aise ou autre? Voilà, qu'est-ce que en tant qu'ambassadeur de l'amiable, c'est l'avantage de pouvoir présenter tous les modes, mais souvent on parle que de la médiation, parfois de la conciliation également. Qu'en est-il des autres modes? Non, moi j'abandonne rien. Hein. Ok, parfait. Non, j'abandonne rien. Le droit collaboratif, processus collaboratif, moi je trouve que c'est un super outil et si je pouvais le développer, je le ferais avec grand plaisir. Et ça, j'ai jamais présenté, j'ai sans doute peut-être pas provoqué les choses non plus, mais je pense que c'est un outil super utile, la façon dont ça peut se construire entre les avocats. Moi, dans un monde idéal, et quand les petits barreaux me disent moi je développe pas, alors je vais partir du petit barreau, mais ça peut se dupliquer dans n'importe quelle communauté, même plus grande. On en a pas donc les petits barreaux disent non, on se connaît tous, les négociations, tout ça, c'est des trucs, mais si on est tous formés dans les petits barreaux au processus collaboratif et à la procédure participative, donc ça serait un outil d'une puissance extraordinaire. Donc je pense que ça peut être quelque chose sur lequel on peut avoir quelques marges de progression aussi, mais il faut être sur des mesures concrètes en fait, parce que je pense que là on n'est plus sur l'incantation, sur les yaka faucons. Il faut vraiment qu'on soit concret avec des mesures. Et sur le droit collaboratif, je ne sais pas trop comment créer du levier concret, en fait. Alors que je suis convaincu, mais vous voyez, à utiliser le mot « je suis convaincu », je vais sur un terrain lexical sur lequel j'essaye de travailler moi, parce que je ne veux plus aller sur ce terrain il faut croire en la médiation, il faut croire en droit collaboratif, comme si on était dans des connexions du cosmos, en fait, avec des termes du quasi religieux. Moi, je veux être du concret.
Je crois en droit collaboratif parce que je pense que concrètement, sur la relation aux confrères, ça jouerait positivement. Sur les besoins des clients, ça serait d'un effet extraordinaire. Enfin, voilà, c'est ma façon de répondre un peu trop longuement à ta question. C'est vrai que moi, quand j'ai rencontré le droit collaboratif il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai été persuadée, vu la puissance de l'outil et de la méthode et son intelligence extrême, que 10 ans plus tard, on ne ferait plus que ça, ou presque. Eh bien, force est de constater qu'effectivement, ce n'est pas du tout le cas, qu'il est finalement peu usité en France entière, malgré l'enthousiasme en général soulevé par la formation. Et donc, voilà, j'ai 2-3 idées sur le pourquoi il est si peu employé. Mais peut-être l'idée était-elle trop prématurée. Moi, je crois toujours qu'on obtiendra un fort déploiement de ce processus collaboratif, je pense. Je pense que la façon dont on peut progresser pour monter en puissance, c'est tout simplement de communiquer concrètement sur la façon dont tous les modes amiables se concilient entre eux, en fait. Il n'y en a pas un qui exclut l'autre. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je réagissais à ton mot tout à l'heure, abandonner. Il n'y a pas à abandonner, en fait. C'est un outil. Et donc, il faut bien le connaître parce qu'il rentre dans la stratégie de l'amiable maintenant. De la politique de l'amiable, ça se décline en stratégie de l'amiable. Et maintenant qu'il y a matière à faire de l'amiable de manière concrète, eh bien, le processus collaboratif s'intègre là-dedans. Et donc, dans la stratégie de l'amiable, il faudra bien l'utiliser. Et ça n'exclurait pas le fait qu'on fera moins de médiation, qu'on fera moins de conciliation. Ça sera un outil supplémentaire pour être efficace. Dans cette stratégie globale, quelle est, selon toi, la place, en tant que modèle, en tout cas, de l'arbitrage? On sait bien que ce n'est pas un mode amiable, mais un mode alternatif. Mais est-ce que ça peut être, sur certaines choses, finalement, un modèle dont on tire des enseignements? Je donne des exemples. L'arbitrage, c'est confidentiel. À la base, on nous vend surtout pour ça, d'ailleurs, notamment en matière commerciale. Et pourtant, existent des bases de données de sentences arbitrales qui permettent un petit peu d'objectiver les choses. L'arbitrage, c'est censé permettre aussi de trancher une question rapidement et d'objectiver un point de droit. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à prendre là-dedans pour les modes amiables dans l'utilisation d'un tiers expert, le recours à un tiers expert pour objectiver les choses? Et est-ce qu'il n'y a pas plus généralement des choses qui peuvent servir en arbitrage? Je pense aussi à la clause, tout simplement. La clause d'arbitrage, je crois que CMAP 2019, 90% des arbitrages étaient mis en place en vertu d'une clause compromissoire, 10% simplement en vertu d'un compromis. Donc, dans toutes les matières où on a du contractuel, et même dans certaines matières où on est dans l'extra-contractuel, si on pense aux ruptures abusives ou brutales de relations commerciales établies, est-ce qu'on ne devrait pas mettre le paquet sur les clauses contractuelles? Et est-ce que d'ailleurs les avocats ne sont pas bien placés pour le faire, puisque c'est eux qui rédigent souvent les accords? Je vais commencer par la fin sur les clauses. Oui, et je pense que les avocats y sont déjà. Hein. Sur le développement des clauses, je pense que ça, ils y sont. Maintenant, c'est savoir quoi mettre dans ces clauses-là et communiquer davantage là-dessus, sans doute, soit par voie institutionnelle, comme le Conseil national des barreaux qui le fait déjà, hein, mais peut-être davantage encore communiquer à travers les centres, par exemple, qui sont adhérents de la fédération, travailler là-dessus, et d'autres réseaux qui permettraient tu as raison, à travers les clauses, d'augmenter le recours à l'amiable. Alors, sur l'arbitrage, bon, peut-être que je devrais commencer par quelque chose qui est de dire que, je pratique l'arbitrage sur des petits arbitrages, je vais dire des choses comme ça. Quand on dit petit arbitrage, c'est pour dire par arbitrage internationaux. Voilà. Mais j'ai découvert, grâce à la médiation, et des dossiers d'arbitrage sont venus à moi comme ça, que dans l'économie des PME, en fait, franco-française, l'arbitrage est quand même intégré avec des clauses.
Alors, de ce que j'en ai découvert, et je déteste de faire comme si ce que moi j'ai vécu deviendrait une sorte de leçon ou de règle générale, donc avec toute la modestie qui s'impose, qui n'est que mon parcours et de l'analyse que je peux en avoir, donc modestement. Alors, je suis arrivé à quelque chose où, oui, Martin, je crois que l'arbitrage, on peut s'en inspirer, et je vais te dire pourquoi. Alors, le développement de l'arbitrage pour l'arbitrage, c'est autre chose, donc ça, je mets de côté. Par exemple, sur des aspects déontologiques. Parce que je crois que, s'agissant de la médiation, enfin, je vais arrêter de dire je crois, je suis arrivé à une étape d'analyse qui est de dire que le besoin de développer la médiation passe nécessairement, on le sait déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, par la reconnaissance d'une déontologie exigeante et une formation aussi d'un niveau qui soit reconnu de manière exigeante aussi. Sur la déontologie, quand j'ai eu la chance de faire quelques arbitrages, je me suis intéressé à la jurisprudence liée à l'indépendance des arbitres, parce que j'étais désigné en tant qu'arbitre. Oui. Et là-dessus, j'ai vu qu'il y a toute une littérature, une jurisprudence qui a été créée par les praticiens. C'est-à-dire que c'est les praticiens, c'est pas la loi qui a cadré tout ça, ce sont les praticiens qui l'ont fait. Et la loi ensuite est arrivée pour dire voilà, on organise compte tenu de la jurisprudence de la communication. Bon, je fais très synthétique, mais grosso modo, c'est ce qui s'est passé pendant 20 ans, en fait. Et moi, ça m'a fait rêver. Hein. En tant que médiateur, je me suis dit, bon, il y a des choses à apprendre, à ne pas apprendre, mais pour répondre à ta question, Martin, oui, je pense que sur, par exemple, la définition de l'indépendance des arbitres, il y a beaucoup à apprendre dans la réflexion qui a été menée pendant des années à travers une jurisprudence pour savoir comment on définit l'indépendance, par exemple, d'un médiateur. Sur la déclaration d'indépendance très formelle, ben je pense qu'on pourrait s'en inspirer parce que ça permettrait aussi de monter, d'upgrader le niveau d'exigence et de qualitatif aussi dans la déontologie des médiateurs. Voilà, ça c'est une première. Et puis l'autre aspect, vous allez voir au côté très pragmatique et de l'économie que j'ai pour moi en approche de la médiation, pour revenir là-dessus, quand je vois que comment l'économie de l'arbitrage, et pas seulement de l'arbitrage international, mais l'économie de l'arbitrage même interne, est très acceptée en fait. Moi, quand j'ai été désigné arbitre, avec le tribunal arbitral, dont je n'étais pas le seul à définir ce qu'on allait facturer, ben, on facturait avec des montants qui sont pas petits, quoi, en fonction. Et c'était accepté. Là où on est encore à un stade où on demande, excusez-moi de vous demander pardon, lorsque on propose un tarif de médiateur. Alors, soit c'est plus prégnant ce que je suis en train de dire lorsqu'on est en relation, et ça se conçoit, hein, de la médiation judiciaire et donc avec les juridictions, c'est normal, service public de la justice. Il faut faire évidemment très attention à la façon dont on pratique les tarifs, mais ça ne veut pas dire que quand on est en médiation conventionnelle, on doit être moins attentif. On est évidemment très attentif aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est l'acceptation, c'est l'acceptation de l'économie. Et donc, quand je dis ça m'a fait rêver, c'est l'arbitrage cette lettre de noblesse qui fait que la traduction économique est là. Et moi, voilà. Je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, c'est ma façon de te répondre, Martin. Oui. Peut-être que d'ailleurs, parce qu'il y avait des enjeux économiques importants, ça a amené des réflexions et un travail particulièrement poussé pour bien border les choses aussi. Enfin, en arbitrage international, si on est sur des litiges qui dépassent parfois le milliard d'euros, c'est sûr que les enjeux sont énormes et que donc on réfléchit à toute cette économie-là de manière très, très poussée nécessairement. Ce qui me fait penser d'ailleurs à l'expérimentation qui a lieu en ce moment dans certains tribunaux de commerce de la justice payante, avec cette exception qui est prévue par le texte, la possibilité d'obtenir le remboursement de ces frais de justice si on arrive à un accord en cours d'instance. Est-ce que tu as une opinion là-dessus et est-ce que tu te donne le droit de l'exprimer sur cette expérimentation-là qui a lieu pour l'instant dans les tribunaux de commerce, mais qui a sans doute vocation à être généralisée
au moins devant tous les tribunaux judiciaires par la suite. Ouais. Alors ça, c'est un sujet sur lequel, oui, j'ai une opinion, mais je pense que je vais me la réserver pour l'instant. Maintenant, je vais quand même répondre d'une certaine façon. Dans mon parcours depuis ces dernières années, j'ai eu la chance, avant d'être ambassadeur, d'être membre d'un groupe de travail des États généraux de la justice. J'étais membre du groupe de travail justice civile dans les États généraux de la justice. Et donc, on a fait un certain nombre de préconisations et de constats déjà à ce stade-là, parce que c'est pas qu'on réinvente la roue, mais bon, il y a des étapes quand même qui fait que il y a déjà beaucoup de choses qui ont été rédigées depuis des années. Et bien avant les États généraux de la justice, il y a eu déjà un paquet de rapports qui s'accumulent. Donc, bon, et donc le sujet de la gratuité de la justice française, une sorte de doxa sur laquelle on doit accepter qu'elle existe. Moi, je n'arrête pas, en fait, grâce à l'amiable, je pose la question beaucoup de c'est pas inutile de se questionner sur ce qui existe. C'est pas pour faire de la politique, mais il faut se questionner. Est-ce que la justice française, elle est gratuite? Ok, l'accès au juge doit être gratuit, mais est-ce que d'abord c'est ce modèle-là qui doit s'imposer pendant des millénaires? Est-ce qu'on ne peut pas le questionner? Et si on le questionne, est-ce que la justice française est-elle vraiment gratuite, au sens des coûts directs, indirects, des coûts induits? Est-ce qu'elle est vraiment gratuite? Je réponds pas, mais la réponse est quand même non, en fait, elle n'est pas gratuite. Il y a des coûts indirects et on y participe d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, il y a aussi le rapport à la responsabilité que de saisir un juge, et ça c'est le curseur qui fait que parmi les actes de responsabilisation des citoyens, n'y a-t-il pas le passage par le paiement de quelque chose pour accéder au juge, parce que le passage par le paiement, c'est aussi se responsabiliser, chacun d'entre nous, et se dire, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je saisisse le juge, ou est-ce qu'il faut que je réfléchisse à la façon dont je fais faire valoir mes droits? Et faire valoir mes droits, ça ne passe pas nécessairement à faire couler le sang, comme on entend souvent les clients qui veulent faire tomber la tête, ou il faut en découdre, il faut que j'aille au combat. Eh bien, en termes de responsabilité, d'aller au combat aussi, c'est d'aller en médiation, dans un processus amiable, et d'aller échanger avec la partie adverse, les yeux dans les yeux, même si ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans un premier temps, et aidé par un avocat à ses côtés pour dire les choses à la partie adverse. Et donc, tout ça, pour répondre à ta question, Martin, c'est que sans répondre à l'expérimentation du tribunal de commerce, néanmoins, le fait qu'à travers les États généraux de la justice, nous avions suggéré que la justice civile puisse évoluer vers un modèle payant sans que ce soit une sanction et sans que ça empêche l'accès au juge, puisqu'il fallait évidemment que l'aide juridictionnelle soit revalorisée pour que celles et ceux qui en ont besoin puissent être aidés financièrement pour accéder au juge en tout état de cause, que ce ne soit pas un obstacle. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans sur lequel on peut questionner et qu'on peut être en faveur de quelque chose qui fasse que ça devienne un peu payant. Mais bon, ça, c'est très personnel. C'est tout un débat. Romain, je me suis longtemps interrogée sur le mot amiable, estimant que ça faisait frein. Amiable, on l'entend un peu marshmallow, bisounours, aimons-nous tous. Est-ce qu'un autre mot n'aurait pas été, comme alternative d'ailleurs peut-être, été plus proche? Tu vois, le sang, faire couler le sang devant un tribunal, et en face, si la volonté est là, en face c'est amiable, bon, ça donne pas envie à ceux qui ont envie de faire couler le sang. Oui, je suis d'accord. Alors ça, c'est intéressant que tu poses la question, parce qu'en fait, il y a un autre mot, c'est adapté. C'est Soraya Amrani Meki, la professeure l'une des 3 professeurs ambassadrices qui, dès le lancement de la politique de l'amiable, je m'en souviens très bien, nous étions le 13 janvier 2023, nous étions reçus au ministère.
Et le ministère, le ministre nous présente et c'est Soraya qui se retourne vers nous là et elle dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer à une étape suivante qui est de parler de l'amiable, on parle des modes adaptés de règlement des différends, des litiges, voilà. Et en effet, parce que là aussi, ce à quoi j'arrive, c'est précisément ce que j'entends dans les structurations mentales et lexicales habituelles, c'est pour ça que je viens de le dire, c'est que soit les avocats, soit les juges disent oui, mais on entend souvent que les gens ils veulent en découdre, c'est dans notre culture latine, on ne peut pas échapper à ce que nous sommes, à notre ADN, on ne peut pas échapper à cette assignation sociale que nous sommes des guerriers, des combattants, qu'on aime l'odeur du sang, qu'on aime ça, alors qu'en fait, peut-être, mais qu'est-ce que ça vient contrecarrer, en fait, l'idée que cette conflictualité puisse être hébergée dans l'amiable. Moi, quand je suis médiateur, ce que je reçois, c'est pas le monde du bisounours, hein, c'est des gens qui sont extrêmement en tension, quelle que soit la configuration du dossier. Moi, je fais pas de familial, par exemple, donc j'ai beaucoup de monde de l'entreprise pour des choses comme ça. Bon, les gens qui viennent, ils ne sont pas hyper joyeux, c'est-à-dire, bon, allez, on va être dans la politique, la stratégie de l'aimable et de se dire des choses toutes douces parce que sous prétexte qu'on est dans un mode amiable. Non. Et donc, oui, je pense qu'il y a le lexique et de rappeler qu'on accueille la conflictualité. Et en termes de responsabilité, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, c'est qu'en termes de responsabilité, les acteurs que nous sommes tous et nos clients, quand ils comprennent bien ça, ils l'utilisent pour aller dire les choses, quoi, et dans une démarche très pragmatique, où en effet, on n'est pas dans l'amiable pour l'amiable. C'est une sorte, là aussi, il faut lutter contre les assignations de termes, les assignations culturelles, les assignations sociales. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose c'est vraiment très important. Quand je donne des formations, je parle d'un sport de combat. Le processus collaboratif, franchement, souvent, c'est un vrai sport de combat. Hein. Et nous sommes engagés d'une manière incroyable. Parce qu'effectivement, le conflit, le contentieux, enfin, pas le conflit, voilà, mais le différent entraîne ça. Donc, c'est pas du tout bisounours. Mais peut-être que si on le présentait comme ça aux avocats qui sont des combattants, évidemment, ils ont choisi ce métier-là aussi pour certains d'entre eux pour ça, mais là, il y a un combat à mener. Hein. On reparlera du mot adapté avec Soraya qu'on reçoit en septembre. J'aimerais, si tu es d'accord, Romain, parler un peu de déontologie, parce qu'au niveau des médiateurs, il y a différents types de formation, il y a différentes longueurs de formation. C'est pas très cadré, la médiation au niveau des préalables que l'on doit avoir avant de pouvoir dire qu'on est médiateur. Et ça peut poser des problématiques dans certains centres avec des pratiques complètement disparates des médiateurs et soulever de vrais problèmes de déontologie. Est-ce que tu as déjà pu mener ce type de réflexion, voir un petit peu ce qu'il en était, s'il y avait des besoins particuliers au niveau des centres Oui, merci de poser cette question parce que je pense que je parle beaucoup avec le mot questionner, et puis aussi le mot qui surgit souvent dans mon propos, c'est les enjeux du moment en fait. Pour moi, donc, vous avez compris, il y a les enjeux économiques, et donc pour le monde de la médiation, il y a l'enjeu déontologique et de la pratique de la déontologie. Parce que il y a beaucoup de littérature, il y a évidemment des référentiels déontologiques, il y a un code de déontologie des médiateurs, donc il y a deux aspects à ça. Il y a le contenu déontologique qui fait l'objet de la mission légale du Conseil national de la médiation et qui, je sais, donc il travaille beaucoup en ce moment. Il y a des plénières qui s'organisent régulièrement. Et d'ici la fin de l'année, il y aura quelque chose qui sera peut-être proposé aussi par le Conseil national de la médiation. Je dis par le Conseil national de la médiation, donc fin d'année. Je dis peut-être parce que là-dessus, c'est pas précis. Alors, je sais qu'il y a d'autres sujets, notamment sur la formation. Le Conseil national de la médiation rendra des conclusions d'ici la fin de l'année pour faire des propositions et pour répondre justement au fait qu'aujourd'hui, ce n'est que le fruit des acteurs de la médiation qui fait qu'aujourd'hui, il y a des réponses dures pour dire, voilà, pour devenir médiateur, allez dans tel endroit, mais c'est pas réglementé, quoi. Bon.
Sur la déontologie, le besoin que je vois, et donc l'enjeu essentiel du moment, c'est que la conséquence qui est positive, hein, néanmoins, en dépit de ce que je vais vous annoncer, c'est que de ce que j'identifie comme enjeu, c'est que la conséquence du développement de la médiation et de la médiation en particulier, fera que nécessairement il y aura, il peut y avoir des réclamations pour dire les choses comme ça. Bon. Il y aura des personnes qui ne seront pas satisfaites de la prestation des médiateurs. C'est faire injure à personne que de le dire. Les avocats, ça existe et il y a des réclamations, des contentieux, des RCP qui sont engagés. Et donc, je nous souhaite d'ailleurs, pour dire les choses de manière plus positive, qu'il puisse y avoir des réclamations compte tenu du nombre de médiations et de missions de médiation qui seront enregistrées. Et donc, pour moi, ça pose là un enjeu parce qu'aujourd'hui, nous avons de la littérature, nous avons du code, mais nous n'avons pas de réponse déontologique. Et le Conseil national de pratique, et le Conseil national de la médiation, sa mission légale n'est pas celle-là. Il n'est pas là pour répondre aux problèmes. Et alors que des organisations professionnelles, donc là, c'est la maison, la Fédération française des centres de médiation, a vocation à être une réponse, non pas disciplinaire, parce que ce n'est pas l'approche de la fédération, qui est une association qui fédère, mais donc, oui, à la place qui est la mienne, je pense qu'il y a un besoin. Quand je dis je pense, parce que je sais que les centres de médiation adhérents de la fédération ont ce besoin, hypothétique aujourd'hui, mais qu'il faut anticiper. Concrètement, nous avons une médiatrice ou un médiateur qui se voit reprocher quelque chose par une partie médiée, voire par un avocat d'une partie médiée, vers qui se retourne-t-on? Si un centre de médiation est saisi, quelle est la réponse déontologique que ce centre va apporter? Et si ce centre, tout seul dans son coin, ne sait pas comment faire, eh bien, il faut bien falloir se diriger vers une instance. Et c'est ce que nous allons faire donc là, dans les jours qui viennent. La Fédération française des centres de médiation, nous avons décidé de faire un service à destination de nos adhérents pour répondre à ce besoin-là. Et encore une fois, ce ne sera pas un besoin disciplinaire, c'est un besoin déontologique. En clair, donc, dans la réclamation, le centre de médiation a besoin d'aide pour répondre à une saisine déontologique, pour des choses comme ça, comme pour les avocats. Eh bien, la fédération aidera pour donner un avis déontologique qui ne vaudra que ce qu'il vaudra, parce qu'on ne sera pas contraignant, mais qui permettra d'aider. Et pour moi, c'est le début de la séquence des années qui viennent à créer de la data, en fait. De la data, c'est-à-dire donc de la donnée déontologique, du partage en commun sur la pratique de la déontologie, parce qu'on parle beaucoup, les uns et les autres, beaucoup. Et donc là, je pense qu'il faut structurer la pensée, réfléchir ensemble, savoir comment on peut objectiver tout ça et donner de la matière et un référentiel commun sur la pratique déontologique. Voilà. Après, j'ai des exemples concrets qui commencent à venir, mais je ne vais pas vous les dire là maintenant. D'accord. Mais en tout cas, ça c'est passionnant, cette question de la déontologie, qui amène une question un petit peu connexe, celle de l'éthique. Est-ce qu'en matière de réflexion éthique, et notamment en matière de réflexion éthique relationnelle, il ne devrait pas y avoir une mise en place de participation à des groupes de pratiques, d'échanges de pratiques ou d'analyse de pratiques systématiques, possibilité d'avoir recours à la supervision aussi individuelle, parce qu'il y a des problèmes déontologiques, et ça, voilà, on a violé une règle déontologique, il faut qu'il y ait des conséquences, et ça, c'est une réflexion au niveau national, mais il y a aussi pas mal de problèmes éthiques qui peuvent se poser, et qui peuvent aussi ternir la relation entre le médiateur et les parties, par exemple, ou entre le négociateur, quel qu'il soit, et les parties. Est-ce que la formation seule suffit et la déontologie suffit, ou est-ce qu'entre les deux, il y a d'autres choses auxquelles il faut éventuellement réfléchir? Vaste sujet là sur l'éthique, déontologie, ouais. Je pense que les réponses existent déjà, et qu'encore une fois, alors, avec le mot éthique, moi j'ai un peu de mal en fait, parce que il faut que j'explique pourquoi je suis pas rétif à te répondre, Martin. C'est que pour moi, l'éthique, ça reste très personnel. Donc, en fait, c'est une sorte de conscience interne. Néanmoins, la façon dont tu l'exposes, ça n'a rien de personnel, puisque c'est
et c'est bien du partage dans l'échange, c'est bien d'être dans des ateliers de pratique, en fait, pour qu'on soit dans le partage d'une pratique commune, et quand on rencontre une difficulté, que par le collectif, on dépasse cette difficulté. C'est bien ça que tu es en train de poser. C'est exactement ça, oui. Oui, oui. Donc, bien sûr, ça, il faut pas le mettre en place. Ça existe déjà. C'est pour ça aussi que les associations qui sont, par exemple, adhérents à la fédération répondent à ça. Répondent à ça. Il y a notamment, là, j'ai des exemples très concrets, sur Nice, du côté de l'ami Xavier Fruton. Il y a régulièrement des ateliers de pratique qui sont organisés. Sur la Bretagne, là, récemment encore, il y a tout un groupe qui s'organise. Maintenant, le rendre obligatoire, on y serait assez favorable, dans le sens où c'est comme de la formation continue, en fait. Ça permet de valoriser aussi le fait qu'on n'est pas tout seul dans son coin, et qu'on est sur des systèmes un peu vertueux de partage et d'échange, et qui nous permettent de ne pas être complètement sclérosés, quoi. Sur ce point, je me suis rendu compte que pour avoir une forme de déontologie commune, il faut aussi poser la question des différentes méthodes de médiation qui sont employées. On va dire que 80%, 90% des médiateurs en France sont formés à l'intégrative. Il y a la transformative, il y a d'autres méthodes de médiation qui ont, la médiation relationnelle par exemple, qui ont des objectifs qui sont différents. Donc forcément, ça va influencer aussi sur le positionnement du médiateur, ce qu'on peut attendre du médiateur, et ça peut être générateur d'incompréhension, notamment vis-à-vis des avocats. Je pense à la transformative, où l'image que j'ai de cette méthode de médiation, c'est au contraire de mettre le feu sous la cocotte minute pour que ça siffle, en fait, et que ça, on va dire, explose de façon à permettre à l'autre de réagir et d'avancer comme ça. Donc, connaître les différents modes de médiation, à mon sens, va aussi aider sur la déontologie à avoir une réflexion commune avec les différents types de médiateurs. Sans doute, mais qui doit connaître ça, en fait? Qui? C'est les acteurs? Qui doit connaître ça? Parce que, les médiateurs, a priori, peuvent en effet connaître ça, comprendre les différences, quoique moi, en t'écoutant, je ne sais pas si je mesure vraiment toutes les différences de ce que tu as annoncé, mais après, qui doit les connaître? Les avocats, les citoyens, qui? Au minima, ceux qui la pratiquent, donc le médiateur, qu'il puisse exprimer déjà de lui-même quelle méthode il va utiliser, ça ce serait bien. Encore faut-il qu'il sache ce qu'il utilise et qu'il explique. Et je pense que ça fait partie aussi de la transparence du modèle de médiation. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose, mais c'est la vertu pédagogique d'échanger davantage sur les choses pour qu'elles soient plus efficaces. Oui, je suis d'accord. Autre point par rapport à la notion de déontologie, je ne m'en cache pas, hein, je milite pour une mention de spécialisation au niveau des avocats. Mention de spécialisation qui renforcerait justement la visibilité des avocats, qui renforcerait aussi l'obligation de formation spécifique de ces avocats vers l'amiable. Est-ce que toi, tu as une idée sur cette mention de spécialisation? Est-ce que tu penses qu'on pourra à terme l'avoir pour les avocats, cette mention de spécialisation marde en règle générale? Alors, je suis votre invité, mais néanmoins, puis-je poser une question? Vas-y. Bien sûr. Pourquoi, Xavier, tu souhaites cette mention de spécialisation? Alors moi, je pense que c'est pour la visibilité des avocats. Tout comme il y a des avocats qui ont une mention, par exemple, commerce, travail, famille, ça permet de rendre visibles les avocats qui font, je dirais, l'effort de se former et de continuer à se former dans un domaine qui est l'amiable. Si je peux préciser quelque chose, moi, cette mention, je l'envisagerais simplement dans une période transitoire parce que, à mon sens,
il est quand même de l'obligation, du devoir de n'importe quel avocat, et d'ailleurs l'avocat n'a, à mon sens, aucun avenir s'il ne se forme pas à tous ces modes. Donc pour moi, ça fait partie des compétences de base essentielles de tout avocat. Donc peut-être que c'est malheureusement quelque chose qu'on devra mettre en place de manière transitoire, mais enfin, je ne vois pas comment ça pourrait être une spécialisation à long terme d'être formé à la négociation. Pour moi, un avocat devrait nécessairement être un négociateur. Voilà, je préfère préciser parce que on entend plein de points de vue différents. Je ne sais pas quel est celui de Nadine là-dessus, mais c'est vrai que ça paraît assez curieux. Ça pourrait faire coup de pouce, effectivement, pour, dans certains barreaux, lever des résistances à aller se former à tous les modes de règlement. Mais effectivement, après, ça devrait tout de même rentrer dans le métier par essence même, quoi. Nous sommes des négociateurs et nous devons le devenir de plus en plus. Bon, bah moi, voilà. En vous retournant la question à tous les trois, vous êtes l'illustration de la complexité du sujet. Parce qu'en effet, il y a le ministre de la Justice, lorsqu'il a lancé la politique de l'amiable, parmi les mesures qu'il a annoncées, c'est-à-dire qu'il préconisait la création d'une mention de spécialisation, mais qui n'a jamais été accueillie favorablement par le Conseil national des barreaux, qui est quand même l'autorité qui est compétente pour répondre à cela, et que, comme vous le savez sans doute, et Xavier, je le sais que tu le sais, que dans le temps, elle a déjà été travaillée, c'est-à-dire qu'au niveau, et qu'elle a été rejetée par l'Assemblée générale dans une ancienne mandature. Voilà. Après, le débat, en effet, pour moi, c'est complexe, parce que c'est vrai que sur la spécialisation en tant que telle, ça viendrait à identifier sur la tête des avocats dits spécialisés le fait qu'ils auraient la seule compétence requise pour pouvoir aller à l'amiable ou à la médiation, alors que toutes les autres matières, des spécialistes du commercial, du social, de la famille, et je ne vais pas décliner toutes les spécialisations, bon, ben, il faut bien qu'ils l'intègrent dans leur pratique, autrement ça n'a aucun sens la politique de l'amiable pour la décliner en stratégie de l'amiable, ça n'a aucun sens. Mais pour autant, rapport à la question tout à l'heure de Martin sur l'arbitrage, il y a une spécialisation de droit de l'arbitrage. Et pour autant, l'arbitrage elle traite bien, enfin, cette procédure d'arbitrage, elle traite bien de toutes les matières. Même la matière familiale, depuis quelques années, Oui. Développe sur le sujet de la possibilité de développer de l'arbitrage en matière familiale. Oui. Et pourtant, il existe une mention droit à l'arbitrage. Donc, peut-être que ce n'est pas encore mûr, mais au contraire, peut-être que c'est peut-être pas le coup de pouce qu'il faut faire, mais peut-être que c'est dans quelques années qu'il y aura des spécialistes, avocats spécialistes de l'amiable, je ne sais pas, mais de la médiation qui seront identifiés avec un certificat peut-être. Non, rêvons un peu, Robin, il y aura des avocats spécialistes du contentieux. Oui, c'est ça. Alors, cela dit, on plaisante, mais aujourd'hui, avec par exemple des mécanismes comme la césure ou l'audience de règlement amiable, un avocat qui n'aurait voulu, qui aurait rêvé de finir sa carrière en ne faisant que du contentieux, peut se retrouver convoqué avec son client à une audience de règlement amiable ou se voir proposer une césure avec jugement partiel et renvoi pour le reste à la négo. Donc, on rigole, mais qu'à moitié, les avocats contentieux ne peuvent plus se contenter de faire du contentieux, ce qui est déjà très bien, hein, je ne dis pas le contraire, mais ont l'obligation de s'intéresser à la négociation là, avec les nouveaux textes. Ah mais évidemment, mais je pense que dans la stratégie de l'amiable, je pense que le sujet n'est pas tant de regarder l'amiable pour l'amiable et faire de l'amiable, mais la stratégie de l'amiable, c'est-à-dire ne pas forcément changer toutes les lignes comportementales des avocats ou de gommer, c'est-à-dire qu'au contraire, oui, il y a des avocats du contentieux qui resteront des avocats du contentieux et qui sont. Le contentieux ne va pas disparaître. Et d'ailleurs, sachez que statistiquement, les chiffres depuis 2 ans, alors qu'on est sur la politique de l'amiable avec une communication forte, les chiffres de saisine augmentent, hein, donc le contentieux sera toujours présent. Et que Martin, oui, c'est exactement, à mon avis, l'un des schémas qui pourra se développer, c'est qu'il y aura des spécialistes du contentieux
et qui iront prendre de l'amiable en fonction, et ce ne sera pas forcément dans leur boîte à outils en ouvrant qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça, moi je n'ai jamais utilisé la procédure participative, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Non, ce n'est pas ça. Ils iront voir les spécialistes de l'amiable que nous sommes, et ils se saisiront pour des missions. Et même moi, là, il y a quelques temps, j'ai même eu un avocat dans un dossier qui est venu me voir parce qu'il y avait une juridiction qui l'orientait vers la médiation, qui ne savait pas comment l'intégrer dans sa stratégie, et qui m'a demandé de faire une formation express avec son client dans une même salle. Et ça, c'était pour implémenter dans leur stratégie de l'amiable et d'être... Donc, oui, je pense que le contentieux va héberger l'amiable et de manière très efficace. Eh ben, c'est sur cette vision très prospective, Romain, qu'on va clôturer cette émission puisqu'on est arrivé au bout de notre heure. Merci beaucoup à toi pour ta présence aujourd'hui. On a hâte de voir les autres ambassadeurs dans notre émission pour pouvoir discuter également. Donner envie d'avoir envie. Oui. En tout cas, c'est le but. Merci infiniment. On attend d'ailleurs les préconisations dans le rapport qui est prévu a priori pour quel mois à peu près? Fin juin, c'est sûr, d'accord. On attend ça avec impatience. Ça va nous faire de la lecture pour l'été. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Merci pour ce temps d'échange. Et j'espère avoir été utile. Bonne journée.